7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1 matin, il est 8h12. Votre invité ce matin, Jacques Serret, est Jérémy Bacchi, sénateur Parti communiste des Bouches-du-Rhône. Bonjour Jérémy Bacchi. Bonjour. On l'a appris hier, Mehdi Laribi, surnommé TIC, présenté comme l'un des fondateurs de la DZ Mafia, organisation originaire des quartiers nord de Marseille, a été interpellé le 20 juillet dernier en Algérie, mais il n'est pas incarcéré, il a été placé simplement sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous le regrettez ? Déjà, je me félicite qu'il y ait pu avoir une arrestation. Ça fait de nombreux mois, même de nombreuses années, qu'on indique qu'il est aujourd'hui en Algérie, et lorsqu'on voit les ravages que fait la DZ Mafia et plus largement l'ensemble des organisations mafieuses liées au narcotrafic, je considère que l'arrestation est une bonne chose. Il est effectivement pas incarcéré, il est aujourd'hui sous contrôle judiciaire, et je crois que ça nécessite que nous ayons, et on a eu un débat ces derniers mois, ces dernières années sur la coopération, notamment avec l'Algérie, mais on pourrait parler plus largement de la coopération internationale. Je crois qu'il faut qu'on intensifie les discussions et les dialogues avec l'Algérie pour réfléchir soit à son extradition, même si on sait que c'est compliqué parce qu'il a la double nationalité, soit pour qu'il puisse y avoir un procès et qu'il réponde de ses crimes à minima en Algérie. Mais lorsque l'on voit, par exemple, que le journaliste français Christophe Glaise est derrière les barreaux, qu'en parallèle, ce trafiquant de drogue est simplement sous contrôle judiciaire, j'imagine que ça vous interpelle. Évidemment, mais je crois que aujourd'hui on a la possibilité d'aller plus loin, y compris sur l'idée qu'il faille un procès pour qu'il puisse répondre de ses crimes, mais à la fois s'il a commis des crimes ou délits en Algérie, mais aussi pour les crimes, bien évidemment, qu'il a commis sur le territoire national français au cours des dernières années. En tout cas, c'est une avancée qui est plutôt une avancée positive, même si les observateurs un peu avisés semblaient dire que ces derniers mois, ces dernières années, il était un peu en retrait de l'organisation, en tout cas que c'était plus lui qui tirait directement les ficelles de l'organisation des Z-Mafia. En tout cas, ça m'a un signal positif, c'est que même à l'étranger, même dans des pays que certains narcotrafiquants considéraient comme totalement sûrs, je pense à l'Algérie, je pense peut-être à un certain nombre de pays des Émirats, Dubaï notamment, aujourd'hui personne n'est à l'abri totalement des répercussions judiciaires, et c'est quand même un signal positif qui est envoyé. Jérémy Bacchi, je rappelle que vous êtes sénateur Parti communiste des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous croyez véritablement à un tournant dans nos relations diplomatiques avec l'Algérie ? Moi, en tout cas, je ne sais pas s'il y a aujourd'hui un tournant ou pas. Je crois, en tout cas, et j'appelle de mes vœux à ce qu'il y ait une reprise des discussions, des dialogues. Vous faisiez état tout à l'heure du journaliste incarcéré en Algérie. Je crois qu'il faut qu'il soit libéré, évidemment, extrêmement rapidement. Mais au-delà de ça, sur tous les volets diplomatiques, je crois que c'est important. On voit par rapport à l'arrestation d'un des responsables de la DZ Mafia. Je crois, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, que quand on a des difficultés avec un pays, que ce soit l'Algérie ou un autre pays, on a plutôt intérêt à intensifier le dialogue, même si c'est un dialogue parfois viril, parfois compliqué, plutôt que se tourner le dos et faire comme si l'un et l'autre n'existaient pas, parce que ça pose des problèmes, et on le voit aujourd'hui sur un certain nombre de dossiers, de sujets qui nous arriveront en face, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc oui, j'appelle de mes vœux à une reprise du dialogue, ce qui ne veut pas dire que ce dialogue ne doit pas être exigeant. Je crois qu'il doit l'être, on doit avoir des exigences, des lignes rouges, mais il faut une reprise du dialogue. Vous êtes un sénateur communiste qui réclame davantage de police, de justice, de douane, de fermeté contre les organisations criminelles. Est-ce que le Parti communiste a changé sur les questions de sécurité ? Parce que je vous pose la question, est-ce que la gauche, au fond, a perdu du temps en présentant trop souvent le narcotrafic comme un problème uniquement social ? Je sais pas, moi j'ai lancé il y a 2 ans un appel qui s'appelait l'appel de Marseille, qui était repris dans la France entière, puisqu'il a été décliné à Nîmes, à Nantes, dans un certain nombre de villes. Plus de 20 000 personnes ont signé cet appel, et notamment des forces citoyennes, des habitants des quartiers nord de Marseille. Cet appel, que disait-il ? Il disait: nous avons besoin de plus de moyens, à la fois pour l'investigation, vous le disiez, mais pour les moyens de douane également, pour la remontée des filières et lutter contre le narcotrafic. Moi je crois au contraire que quand on est de gauche, on doit assurer aux plus démunis, assurer à celles et ceux qui ont le moins de moyens la tranquillité publique et le droit de vivre dignement dans notre pays. Et donc je crois que ça, c'est une valeur cardinale de la gauche. Et donc j'assume pleinement
avoir mené ce combat et continuer à mener ce combat pour la tranquillité publique sur l'ensemble de notre territoire et notamment pour celles et ceux qui sont le plus fragilisés. Et je crois que la gauche a perdu du temps, ou une partie de la gauche a perdu du temps avec une vision parfois caricaturale de ce qui se passait. Dire cela, ça ne veut pas dire qu'on ne veut que cela. Moi, je le dis très clairement, j'habite Marseille, je crois que nous avons besoin aussi d'avoir une industrie renouvelée qui permette à un certain nombre de jeunes d'avoir d'autres issues que le narcotrafic, permettre l'insertion professionnelle et mener une vraie lutte sur tous les fronts contre le narcotrafic, à la fois sur le plan judiciaire, mais à la fois aussi sur le plan de l'intégration par le travail dans notre société. C'est important. Jérémy Bacchi, j'aimerais parler maintenant avec vous de la campagne présidentielle. Alors, le 40e congrès du Parti communiste s'est tenu début juillet à Lille. Fabien Roussel a été réélu très largement secrétaire national avec un peu plus de 70% des voix. Les militants vont désormais devoir se prononcer début septembre sur la stratégie présidentielle, sur une candidature communiste. Vous souhaitez que Fabien Roussel soit candidat. À quoi servirait au fond une nouvelle candidature communiste? C'est une candidature de témoignage? Non, au contraire, je crois que c'est une candidature qui permettra à la gauche de renouer avec ses valeurs historiques. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se dessine dans le paysage pour l'élection présidentielle? Une candidature déjà annoncée, celle de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, et de l'autre côté, une candidature issue plutôt de la social-démocratie. On ne sait pas encore si ça sera François Hollande ou Raphaël Glucksmann. Mais en réalité, la majorité des gens de gauche que je rencontre, et j'en rencontre beaucoup, vous le savez, exprime à la fois un désarroi, à savoir pas la social-démocratie telle que nous l'avons connue, la social-démocratie qui avait d'ailleurs empêché François Hollande de se représenter tellement elle était décriée, ni une gauche qui est parfois, par certains, qualifiée de gauche de outrance, qui pourrait être incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Au contraire. Mais aujourd'hui, c'est cette gauche de l'outrance qui, à gauche, est en tête dans les sondages. Vous nous dites ce matin, jamais, le PC ne rejoindra Jean-Luc Mélenchon? Ce que je suis en train de dire, c'est que aujourd'hui, il y a des mécanismes de vote utile ou de je vais voter pour un tel ou un tel parce qu'il faut empêcher l'extrême droite ou le Rassemblement national d'être au second tour, alors que profondément, le peuple de gauche souhaite un projet à la fois républicain, laïque, qui soit un projet de gauche sociale, et je crois que Fabien Roussel et le Parti communiste peuvent incarner cette troisième voie qui pourrait fédérer la gauche plutôt que de la cliver. Notre objectif, c'est de rassembler très largement à gauche, mais plus largement de rassembler les Françaises et les Français. On voit bien le clivage qu'il existe dans ce pays, entre les villes et les campagnes, entre les Français eux-mêmes, et je crois que Fabien Roussel a la capacité de pouvoir rassembler très largement le peuple de gauche, mais plus largement les Françaises et les Français. Merci Jérémy Bacchi. Je rappelle que vous êtes sénateur Parti communiste des Bouches-du-Rhône. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bon réveil avec Europe 1 matin, jeudi 6 août, il est 8h20, Jacques Serret. Le rappel des titres, le journal permanent, Maël Hassani. 8 départements restent en vigilance orange canicule aujourd'hui dans le sud-est de la France, jusqu'à 40 degrés attendus localement à l'intérieur du Var. Le Var où les sapeurs-pompiers mobilisés contre l'incendie du Gros Pessillon s'attendent à une nouvelle journée à haut risque. Le département est en alerte rouge au feu de forêt, tout comme les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et l'Aude. Cela ne va pas arrêter la DZ Mafia. Les mots de Fabrice Risoli, spécialiste de la grande criminalité, invité d'Europe 1 matin après l'arrestation de Mehdi Laribi, ce chef présumé de l'organisation criminelle marseillaise interpellé en Algérie fin juillet, placé sous contrôle judiciaire en attendant une extradition qui reste très incertaine. Pour la première fois depuis le 28 juin dernier, des soldats israéliens sont tombés au sud Liban, de réservistes tués dans des combats contre le Hezbollah, groupe terroriste soutenu par l'Iran. En parallèle, les négociations de paix doivent reprendre aujourd'hui à Rome entre l'État hébreu et Beyrouth. Et puis le Tour de France Femmes, 5e étape aujourd'hui entre Montbrison dans la Loire et Tournon-sur-Rhône en Ardèche. La Suissesse Marlène Rösser est toujours en tête du classement général, juste devant la gagnante de l'étape d'hier, la néerlandaise Demi Vollering. On parle à présent de votre santé sur Europe 1 avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. Brigitte, vous souhaitez nous parler des pouvoirs magiques de l'effet placebo. C'est vrai que dès que l'on parle de l'effet placebo, on a l'impression que c'est psy, mytho, pipeau. Et vous nous dites non, pas du tout. On attend vos explications. Placebo signifie en latin « je plairai ». Il faut distinguer le placebo, qui est le produit lui-même, c'est-à-dire une substance ou un traitement sans aucun principe actif, de la poudre de perlimpinpin si vous voulez, et ce qu'on appelle l'effet placebo, qui lui peut être produit par un geste ou autre. Un exemple qui parlera à tout le monde, votre enfant ou un enfant tombe, son genou saigne, il pleure,
vous lui faites un bisou magique et hop, ça marche. Oui, mais Il ça c'est s'arrête. vérifié scientifiquement, les bijoux magiques. Forcément, Si, ça marche très bien. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis, c'est Il n'a vérifié. fait mal, c'est placebo. Autre exemple, vous avez un mal de tête terrible. Vous êtes persuadé que vous avez une méningite. Vous allez consulter votre médecin. Il vous rassure. Vous sortez. Vous n'avez plus mal à la tête. Encore un exemple. Vous prenez un somnifère qui met au moins 30 minutes à agir. Et au bout de 10 minutes, vous dormez déjà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une réelle amélioration des symptômes parce que notre cerveau est un véritable labo. Il est capable de produire des substances qui vont vous soulager réellement. Il fabrique lui-même ses propres médicaments. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne pas remplacer les médicaments par des placebos? Eh bien non, ça ne marche pas. L'effet n'est pas prédictible, il n'est pas reproductible. En revanche, on ne met jamais un médicament sur le marché sans l'avoir comparé à un placebo. On fait ce que l'on appelle une étude en double aveugle. Ni le patient, ni le médecin ne savent qui reçoit le vrai médicament, qui reçoit le placebo. Les participants sont répartis au hasard entre les deux groupes et à la fin, on compare les effets. Le médicament doit être plus efficace que le placebo avec une différence claire et significative. Je voulais aussi préciser que l'effet placebo agit aussi sur la prise de médicaments et dépend de nombreux facteurs. J'en ai mis quelques-uns. Plus ça fait mal, plus ça marche. Plus c'est cher, plus ça marche. Plus c'est compliqué à prendre, plus ça marche. Une marque marche mieux qu'un générique. Quand c'est déremboursé, ça marche moins bien. Et la couleur joue aussi. Vous ne verrez jamais un somnifère rouge. Ça énerve. Et ça dépend aussi énormément de la relation médecin-patient. Si votre médecin vous dit « Allez-y, prenez-le, mais je suis pas sûr que ça marche réellement ». Ou à l'inverse, votre homéopathe vous garantit qu'avec quelques granules, tout va rentrer dans l'ordre, tout ira bien. La confiance est un facteur important. L'effet placebo n'est ni un mensonge, ni une illusion, mais une démonstration extraordinaire du pouvoir du cerveau sur le corps. Merci Brigitte Millot. 7h, 9h, Europe 1 matin. Europe 1 matin, il est 8h24. Et l'heure de retrouver Sébastien Bordeneuve. Bonjour Sébastien. Bonjour Jacques, bonjour Marine, bonjour à Bonjour tous. Sébastien. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une exposition à la maison de Victor Hugo à Paris. Elle s'appelle Hugo et l'architecture, de la pierre à la plume. Elle raconte le rapport intime qu'entretenait l'écrivain aux monuments. Oui, aux monuments en général et aux cathédrales en particulier. Alors, j'y suis retourné pour la deuxième fois dimanche dernier à cette exposition.